Cette semaine, nous allons parler de junk food, nous allons parler d'addiction, nous allons parler de pensée paresseuse et de pensée libre. Nous allons revenir sur le concept de santé holistique. Je vais également, en particulier, m'adresser aux coachs sportifs, aux coachs de vie, aux coachs en nutrition, aux futurs coachs qui aimeraient proposer cette optique globale, holistique, intégrative, et en particulier l'activité physique, la nutrition, pour venir nourrir notre capacité de résilience, notre capacité de prise de recul. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de nourrir votre capacité de résilience et ainsi vous aider à dépasser les challenges, les défis du quotidien, qu'ils soient d'ordre physique, émotionnel, mental ou spirituel. Mon nom est David Germeau, je suis à la fois entraîneur, nutritionniste, spécialiste des sciences du bien-être, coach holistique, et ma mission à travers ce podcast est de vous partager une part de mon expérience, de mon expertise, et lorsque j'en ai l'occasion, de vous proposer des auteurs qui maîtrisent un outil, des stratégies qui pourraient vous aider dans cette capacité de résilience, mais qui en plus ont eux-mêmes traversé ces obstacles. Dans cet épisode, je me retrouve seul pour un format solo. Il n'était pas prévu, mais mon invité a dû se décommander. Et je n'ai pas trouvé d'autres invités à vous proposer. Et en parallèle, l'actualité de mon quotidien m'a permis de venir créer ce podcast en format solo pour revenir, une fois de plus, sur l'importance de la santé intégrative, de la santé globale, qui n'est pas quelque chose, une vue de l'esprit, qui est vraiment quelque chose qui se développe de plus en plus dans les recyclages auquel je participe. Je me retrouve face à des psychologues qui parlent de micronutrition justement pour tous les défis liés à la santé mentale. Je me retrouve avec des psychanalystes qui parlent de l'activité physique et de l'importance de bouger pour sortir de ces traumas, de ces épreuves. Et donc, ça me rassure sur la voie que j'ai prise depuis plus de 20 ans grâce à un mentor en particulier, mais également par rapport à tous les défis, les challenges que j'ai traversés personnellement et qui me permettent aujourd'hui de vous partager à la fois mon expertise et mon expérience. Alors, pour ce 102e épisode du podcast In Shape to Grow, bienvenue. Et donc, comme je vous l'annonçais il y a quelques instants, cet épisode n'était pas prévu dans mon calendrier de sujets. Mais voilà, il faut bien s'adapter. Ne dit-on pas que ce ne sont pas les plus forts ou les plus intelligents qui survivent, mais ceux qui arrivent à s'adapter. Alors, c'est un bon moyen de pouvoir pratiquer cette stratégie. Et donc, cette semaine, ça n'était pas prévu, mais en même temps, à travers l'actualité, je suis tombé sur des posts, des partages, des reels, des shorts qui m'ont un peu étonné, ou pas tant que ça, sur lequel j'aimerais revenir. Et donc le titre de ce podcast, Tous junkies, comment les réseaux nous rendent-ils paresseux? Alors tout a débuté, entre autres, dans ma réflexion pour préparer ce podcast, sur un post d'un profil d'une école de formation en coaching nutrition reconnue au niveau international et qui disait ceci. Nous sommes là pour déconstruire l'élimination de la malbouffe, car pour certaines personnes, la malbouffe peut jouer un rôle important sur la santé globale, surtout lorsqu'elle est consommée intentionnellement. Controverse? Oui, disent-ils. Mais l'histoire ne se limite pas à la malbouffe est mauvaise pour la santé, vous ne devriez donc jamais en manger. Ils veulent déconstruire ceci. Voici donc les 3 bonnes raisons pour adopter, disent-ils, en tant qu'école de formation en coaching en nutrition, adopter la malbouffe. Raison numéro 1. De toute façon, vous mangerez probablement de la malbouffe.
Viser une maîtrise de soi à 100% s'apparente souvent davantage au cycle « finalement, j'abandonne ». Vous vous dites que vous ne mangerez plus jamais de donuts, ensuite vous en mangez un, puis un deuxième, et puis finalement vous dites « et puis zut, passe-moi tous les beignets, je vais terminer la boîte ». À un moment donné, peut-être le 1er janvier ou n'importe quel lundi, vous allez réessayer avec une nouvelle déclaration d'abstinence et le cycle continue, disent-ils. Ça, c'est la première raison. C'est que on n'arrive pas à tenir et que tôt ou tard, on craque parce qu'on s'est imposé beaucoup trop de restrictions. Raison numéro 2, la malbouffe ne vous empêchera pas de progresser vers vos objectifs de santé. On parle de santé ici. Vous n'avez pas besoin de manger parfaitement à 100% du temps pour progresser. Et il rajoute, en fait, viser la perfection se retourne généralement contre vous à cause de la raison numéro 1. Donc il semblerait assez logique dans leur raisonnement. Ensuite, raison numéro 3, des quantités raisonnables de malbouffe peuvent même améliorer la santé. Mais là, ils ne mettent pas d'explication, ils ne mettent pas de référence, ils mettent juste... Voilà. Et ils continuent en disant que oui, il est vrai que consommer de grandes quantités d'aliments de mauvaise qualité risque quand même de nuire à votre santé physique. On ne parle pas de santé mentale. Ils ajoutent, votre santé physique ne représente qu'une partie de votre santé globale. Donc là, ils différencient santé physique de la santé globale, et ils vous disent, si vous bougez régulièrement, si vous dormez bien, si vous gérez votre stress et centrez la majorité de votre alimentation sur des protéines maigres, des légumes, des fruits et d'autres glucides peu transformés et des graisses saines, sachant que je les ai vus récemment parler avec beaucoup d'éloges de l'huile de canola, je ferme la parenthèse, vous pouvez conserver vos batteries de santé physique, mentale et émotionnelle bien alimentées. Vous pouvez contribuer à minimiser les effets négatifs de la consommation de d'une certaine quantité de malbouffe en conservant de bonnes habitudes de santé globale, tout en appréciant intentionnellement ce fameux donut, ce fameux croissant pris de manière régulière. Alors, est-ce que ça vous étonne ou est-ce que ça ne vous étonne pas de voir qu'en 2024, on ose finalement proposer ce genre de poste? Attention, je ne vais pas ici faire l'apologie de l'extrémisme, de l'orthorexie et de dire que si vous consommez de la junk food, eh bien vous détruisez X années d'efforts et que vous allez fatalement détruire votre santé. On n'est pas dans une optique extrême, mais de là à dire que la malbouffe peut être positive pour la santé et que de toute façon, éliminer la malbouffe de vos habitudes quotidiennes, ce n'est que un cycle voué à l'échec, là, eh bien, j'ai mon esprit critique, j'ai mon poil qui se hérisse, et en tant que nutritionniste, je suis à la fois surpris de lire cela, et en même temps pas totalement. Je pense que derrière, il y a un petit biais culturel. Je n'irai pas plus loin pour ne pas, je dirais, mettre trop de lumière sur cette école, qui fait de très bonnes choses. On ne va pas jeter, comme on dit, l'eau avec le bébé, l'eau du bain avec le bébé. Eh bien, je pense qu'il y a effectivement un biais culturel dans cette compréhension de la santé et ces habitudes de malbouffe qui sont là depuis plusieurs générations. Ça se voit d'ailleurs dans certains paramètres de santé physique et mentale. C'est également, je pense, quelque chose qui est de plus en plus commun sur les réseaux sociaux, de pouvoir finalement attirer de l'audimat, attirer finalement les gens qui ont 3 secondes pour être attentifs, une société du moindre effort, et donc se dire que finalement, si c'est réellement, je dirais, la calorie qui est importante, puisqu'ils vont parler des viandes maigres qu'il faut favoriser, et que au bout du compte, même en prenant de la malbouffe, eh bien, vous arrivez à une quantité de calories qui est finalement pas trop mauvaise. Je pense que là, on est dans cette optique de compartimenter la santé. Donc vous avez la santé physique avec votre digestion. Si vous gérez plus ou moins bien, ça n'aura pas d'impact sur la santé émotionnelle, sur la santé mentale, parce qu'à côté de ça, vous dormez, et parce qu'à côté de ça, vous méditez, vous faites du sport. Bon, sachant que, malheureusement, quand on étudie un tout petit peu
la physionutrition, on se rend compte que la malbouffe, elle peut avoir jusqu'à 3 jours d'impact sur votre biochimie, sur la qualité de votre microbiote. Si vous le répétez 1 à 2 fois par semaine, eh bien vous êtes très régulièrement face à un système immunitaire qui va devoir réagir. Ça peut avoir un impact sur la qualité de votre sommeil, et on le sait, lorsque vous dormez moins bien, le lendemain, ça va être plus compliqué de faire les bons choix au niveau alimentaire. Les ingrédients qui sont dans cette malbouffe, dans cette junk food, d'où le titre, hein, tous junkies aujourd'hui, à travers toute une série de pratiques, et je ne vais pas me limiter à la malbouffe aujourd'hui, eh bien, ça entraîne finalement un endormissement petit à petit de notre santé physique, mentale, de la population générale, et de notre capacité d'analyse et de prise de recul. Or, en tant que nutritionniste, en tant que formateur, en tant que coach, je vois bien que la plus grande difficulté lorsque l'on essaie de faire un rééquilibrage alimentaire, c'est le changement des croyances. Le fait de se dire que si je mange assez de calories et pas trop, je vais avoir un poids idéal, et que mon poids n'influence que finalement mon bien-être face au miroir, c'est un raccourci qui, je pensais, était depuis très longtemps un peu mis aux oubliettes, mais je vois que même des écoles de renom continuent à compartimenter tous ces systèmes. Alors, encore une fois, je ne veux pas faire l'apologie de l'extrémisme et dire que la malbouffe, c'est vraiment quelque chose qu'on doit éliminer à 100%. Alors vous allez dire que je suis contradictoire. Non, je pense, et c'est là que la pensée justement globale et holistique est intéressante. C'est que à partir du moment où je ne vais pas m'astreindre à être à 100% sans junk food, sans malbouffe, mais que je ne vais pas en prendre l'habitude. Donc à la maison, par exemple, je ne consomme pas de malbouffe, de junk food. À l'extérieur, non plus. Si je fais un choix sensé, si j'ai plusieurs choix, je vais faire un choix sensé, je vais y arriver, et je vais aller vers ce qui me semble être le plus optimal. Alors à l'extérieur, c'est un défi, surtout dans certaines régions du monde. Mais donc, ça veut dire que dans la mesure du possible, et grâce à un bon rééquilibrage alimentaire, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, c'est un des éléments qui me montre que je suis vraiment, que nous sommes, puisque c'est toujours une collaboration entre moi et mes clients, mes coachés, nous sommes sur la bonne direction. C'est que lorsqu'il y a un bon rééquilibrage au niveau de la biochimie, du microbiote, du cerveau, des neurotransmetteurs, etc., eh bien on n'est plus attiré par la junk food, et quand on en consomme, on n'a pas cette satisfaction. Et donc ça, c'est effectivement l'état d'esprit. Mais en même temps, si je suis chez des amis, si je suis dans une situation où je n'ai pas d'autre choix, bon, il y a toujours le fait de jeûner qui peut être une option, mais si je suis chez les amis, ben voilà, on me présente des croissants, on me propose des donuts, pourquoi pas. Alors attention, il faudrait aussi pouvoir définir ce qu'est la junk food. Un dessert n'est pas de la junk food. De la junk food, c'est vraiment quelque chose d'industriel dans lequel il y a des molécules qui vont influencer de manière directe mon microbiote. Si je consomme un croissant de qualité, ça n'est pas de la junk food, ça n'est pas quelque chose d'optimal à consommer tous les matins, mais je peux très bien me faire plaisir le week-end avec un bon croissant venant d'une bonne boulangerie. C'est pas évident à trouver, hein, ayant pas de glyphosate et avec une farine de qualité. Évidemment, c'est pour ça que je disais qu'il y avait un biais culturel, c'est que dans certaines régions du monde, il est beaucoup plus facile de trouver des ingrédients de qualité et donc des aliments plaisir. Et donc là, je fais une différence avec la junk food ou les aliments plaisir. Et donc, lorsqu'effectivement on s'investit dans la santé globale, certes, effectivement, on va avoir une bonne alimentation, on va avoir une modification du sommeil, de l'hydratation ou de la qualité de l'hydratation, on va avoir une modification au niveau de la quantité de mouvements et de la qualité des mouvements que l'on fait sur la journée. Et ça, c'est l'autre élément essentiel que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est finalement le prix à payer
de cette modernité, on va y revenir, mais on va vers un rééquilibrage de sa santé physique et mentale, émotionnelle et spirituelle, à long terme, on va vers le succès et on va avoir cette résilience, cette flexibilité métabolique qui nous permettra, effectivement, dans les cas où on ne sait pas faire autre chose, eh bien, de pouvoir mieux réagir face à un déséquilibre. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, il n'est pas possible à la fois de profiter de la technologie de la modernité, d'avoir des frigos, d'avoir des micro-ondes, d'avoir des livraisons, d'avoir des cuissons rapides, d'avoir de l'alimentation à profusion toute l'année, tout le temps, sans en payer le prix. Et là, c'est à nous de choisir. Soit on paye le prix avec le temps par le développement de maladies chroniques, soit on paye le prix tout de suite, c'est-à-dire on investit un peu d'énergie, de temps, d'argent dans sa santé pour pouvoir vivre plus longtemps en bonne santé, heureux et le plus longtemps possible. Maintenant, il est vrai qu'aujourd'hui, avec un monde qui bouge très vite, on n'a pas toujours le temps de faire un pas en arrière, de se positionner ou de se questionner sur toutes nos habitudes. On est pris un peu dans ce que les Américains appellent the rat race, dans la course du petit rat dans sa roue, et ça a des implications, on le voit déjà. La facilité de notre vie quotidienne en tant qu'occidentaux, eh bien, freine l'amélioration de notre santé au quotidien. Et ce n'est pas la science qui nous promet la pilule magique ou qui nous encourage à investir dans la recherche qui va vraiment nous aider. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de pilule magique, on sait qu'une problématique vient souvent de plusieurs sources et que ça n'est pas avec un élément sur lequel on va travailler qu'on va pouvoir tout résoudre. D'ailleurs, je cite en 2006 Dominique Laby qui écrivait un article intitulé « Les maladies chroniques, une urgence planétaire ». Donc c'est un article qui a presque 20 ans. Dominique est responsable du département de génétique, de développement et des pathologies moléculaires. 7 ans plus tard, en 2013, André Cicolella, chimiste, toxicologue et chercheur français en santé environnementale, spécialiste de l'évaluation des risques sanitaires, écrivait « Toxic Planet, le scandale invisible des maladies chroniques ». Donc 7 ans plus tard, le concept est toujours le même. Et en 2018, cet auteur écrivait également dans un journal « Santé environnementale et maladies chroniques, le coût de l'inaction ». Donc jusqu'en 2018, en tout cas, on ne voyait pas d'amélioration. Est-ce que depuis les événements pandémiques, il y a un changement? J'en doute, je ne suis pas certain. J'en parle souvent dans ce podcast, je suis influencé par les études de Weston Price, qui dans les années 30, les années 40, avait déjà pointé du doigt les différences d'habitudes alimentaires, et on pourrait le faire au niveau des habitudes physiques également à travers le monde, et en voyant que les régions du monde qui étaient encore préservées au début du siècle, du XXe siècle, de ces maladies chroniques, à partir du moment où ils adoptaient une alimentation occidentale, moderne, industrielle, eh bien, on voyait les maladies de civilisation eh bien, augmenter dans les 20 premières années, ou dès les 20 premières années. Un autre auteur que je n'ai plus en tête, qui a écrit Deep Nutrition, qui explique qu'effectivement, on va être influencé par la santé de nos parents et nos grands-parents, voire même, plutôt, dit-elle, de l'hygiène de vie de nos parents et de nos grands-parents. Et c'est vrai qu'en Amérique du Nord, par exemple, les adolescents sont déjà aujourd'hui influencés par des parents et des grands-parents qui consommaient junk food, malbouffe, soda. Alors qu'en Europe, on est encore un peu en arrière. Mais on verra ce que ça donne, parce qu'ici, effectivement, il y a énormément de problèmes d'allergie, d'intolérance et de blessures chroniques, même à un jeune âge. Et donc cet obstacle finalement à la santé globale, que nous sommes beaucoup à défendre dans cette santé globale, pas uniquement fonctionnelle, parce que là aussi je trouve que beaucoup de médecins, de nutritionnistes fonctionnels maintiennent cette démarche très intéressante, mais purement au niveau physique.
quelles que soient les émotions, les pensées, le système nerveux, voire même l'activité physique, tout vient de cette complémentarité au niveau des suppléments alimentaires et de la qualité alimentaire. Alors, encore une fois, si vous arrivez chez des amis et que vous savez qu'ils ne sont pas hyper stricts au niveau de la qualité alimentaire et qui vous proposent une alimentation qui est plutôt industrielle, sans être junk food, si vous commencez à stresser, à angoisser parce que vous pourriez être intoxiqué par une huile qui est de mauvaise qualité, évidemment, vous allez le payer 2 fois. Profitons de l'ambiance, de l'atmosphère. Je suis chez des amis, ce sont des personnes que j'apprécie, je vais manger lentement, je mangerai peut-être un peu moins, et peut-être que demain, je vais jeûner jusqu'à un peu plus longtemps que d'habitude, pour pouvoir permettre à mon corps de bien éliminer ces molécules qui ne sont pas idéales. Voilà. Ou même pas. Avec une bonne hydratation, ça va passer. Encore une fois, tout va dépendre du terrain et de ce que vous avez déjà entrepris depuis votre questionnement sur la nutrition, sur l'hygiène de vie, sur l'activité physique, sur la qualité de votre sommeil, sur le type de loisirs que vous choisissez, sur le type de détente que vous allez choisir. Si tout ça est synergique vers un bon repos physiologique, un bon repos mental, eh bien, ce n'est pas une soirée chez des amis qui va totalement détruire votre santé physique et mentale. Donc, ce qui est sans doute l'obstacle, et c'est un élément central pour ce podcast aujourd'hui que je voudrais introduire, c'est le concept de pensée paresseuse, que j'ai aussi découvert cette semaine en écoutant plusieurs interventions de Boris Cyrulnik, que j'ai déjà cité dans ce podcast, qui est pour moi une source d'inspiration vraiment importante, parce qu'il parle de résilience, il parle de l'importance de l'attachement, de la sécurité, qui sont vraiment pour moi des thématiques centrales par rapport à l'évolution de notre humanité, à la santé mentale de notre société, aux relations que l'on a dans une famille, au travail. À partir du moment où on est fatigué, on ne se sent pas en sécurité, évidemment, ça va être compliqué d'entrer dans l'empathie, la communication et la résolution de conflits. On peut très bien être en désaccord avec quelqu'un sans pour ça lui monter à la gorge. Alors, que dit-on sur la pensée paresseuse? On dit que la pensée paresseuse est une pensée dangereuse, parce qu'évidemment, Boris Cyrulnik ne va pas aborder cette pensée paresseuse par rapport à mon centre d'intérêt qui est de savoir comment digérer cette masse d'informations, cette junk info sur les réseaux sociaux, mais plutôt sur des problématiques beaucoup plus je dirais, directement importante, c'est-à-dire notre prise de décision, par exemple au niveau politique, et il dit cette pensée est dangereuse puisque prétendant trouver la cause unique d'une souffrance, elle aboutit à la conclusion logique qu'il suffit de supprimer cette cause, ce qui est rarement le cas. Ce genre de raisonnement est tenu par ceux qui sont soulagés dès qu'ils trouvent un bouc émissaire. Les problèmes cardiaques, c'est le cholestérol. On enlève le cholestérol, on éradique les maladies cardiaques. On a bien vu depuis les différents discours ces 50 dernières années que le cholestérol n'est pas responsable des maladies cardiaques. L'excès de poids. La raison d'un excès de poids, c'est la calorie. Le bouc émissaire, c'est la calorie. Il suffit de manger peu pour pouvoir perdre du poids définitivement, être beau, intelligent et en pleine possession de ses moyens. On sait que cette pensée unique, cette pensée paresseuse, n'a pas abouti à de grands bénéfices pour notre santé physique, mentale et sociale. Alors je fais une petite parenthèse sur Boris Cyrulnik, qui est né en 1937 à Bordeaux, qui a vécu ou qui a survécu, je dirais, au camp de concentration. Donc la connaissance de la résilience, il la connaît. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est neuropsychiatre médecin de formation, mais sur Wikipédia, on va d'abord le décrire comme étant un auteur de livres grand public traitant de psychologie et de récits de vie, ainsi qu'une personnalité médiatique française. Avant de dire qu'il est neuropsychiatre et qu'il fait des études et qu'il étudie la résilience et qu'il travaille aujourd'hui en tant que professeur dans plusieurs écoles, mais qu'il est, encore une fois, comme je le disais,
dans des études, non pas qu'il étudie, mais il étudie, enfin si, mais en tant que praticien, ça c'est vraiment intéressant de faire, de mettre en lumière à la fois les études en laboratoire et les études qui sont faites par les praticiens et qui permettent de faire avancer justement notre compréhension de cette résilience et de la santé mentale. Il anime plusieurs groupes de recherche en étiologie clinique au centre hospitalier intercommunal de Toulon. Il est d'ailleurs professeur à l'université de Mons également. Il est directeur d'enseignement du diplôme universitaire d'éthiologie humaine de l'université de Toulon. Il a notamment vulgarisé le concept de résilience, qui est de renaître d'une souffrance, de passer au-delà d'une épreuve qui nous a impacté de manière importante. C'est vraiment un sujet qui me passionne ces dernières années. Il est également à la base de plusieurs études au carrefour de plusieurs disciplines. On l'a justement critiqué sur le fait qu'il mélange plusieurs disciplines dans ses études, alors que justement c'est cette approche intégrative, approche holistique, globale, qui est de plus en plus aujourd'hui promotionnée, mais Boris Cyrulnik était un précurseur de cette approche. Et donc, je reviens à cet obstacle auquel nous faisons face aujourd'hui en termes de santé moderne, puisque nous devrions avoir une bien meilleure santé dans les pays occidentaux avec toutes les connaissances que nous avons. Et malgré cela, on voit que les maladies qui, il y a quelques années, nous tuaient, eh bien, finalement, aujourd'hui, nous suivent toute notre vie. Alors que si on écoute Weston Price, elles viennent justement de notre mode de vie, et pas d'un manque de médicaments, avec beaucoup d'humour. Un de mes professeurs disait toujours, la migraine, c'est pas un manque en aspirine. Il y a une problématique bien souvent plurifactorielle derrière une migraine, et donc c'est pas un manque d'aspirine qui en est la raison. Ça, c'est la pensée paresseuse. Donc, la tentation, finalement, aujourd'hui, est constante. Et ça, c'est un deuxième obstacle. Sur les réseaux sociaux, finalement, on a des messages simplistes qui promettent des solutions rapides et faciles. Donc, par exemple, vous pouvez consommer de la junk food régulièrement, ça n'en change rien à vos résultats. J'en ai déjà parlé également dans un précédent épisode. Aujourd'hui, d'un point de vue communication marketing, il faut attirer l'attention, notre attention, parce que je suis comme ça, je m'observe quand je scrolle à certains moments de la journée. On doit attirer notre attention en moins de 3 secondes, sinon on passe. On doit être convaincu en 3 minutes de l'intérêt, de la véracité de ce que l'auteur nous raconte, quelle que soit, je dirais, son expertise. Et là, je crois que c'était la semaine dernière également, je voyais une experte du système nerveux devenue la numéro 1 en France après 2 ans. Donc cette personne de formation juriste était devenue la référence numéro 1 en France sur la théorie polyvagale avec 46 000 abonnés. Et puis quand on écoute son histoire, effectivement, elle a mis sa nouvelle formation en théorie polyvagale dans un incubateur de start-up. Elle a été vraiment bien suivie au niveau communication et marketing. Aujourd'hui, elle fait des conférences, des conférences, c'est un bien grand mot, elle fait plutôt des interventions sur la théorie polyvagale sans aucune expérience, à part sa formation, probablement de très bonne qualité, et elle propose également des formations de groupe, parce que c'est évidemment plus facile de s'adresser à un groupe, en disant au groupe, voilà comment il faut faire pour réguler son système nerveux. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes stupide, parce que moi, je vous dis que ça fonctionne. Mais comment voulez-vous, en 2 ans, avoir une expertise suffisante pour pouvoir suivre des gens? Alors bien sûr, quand vous faites une formation, et je suis formateur aussi, et je me donne cette mission de pouvoir donner les bases essentielles à la compréhension. Toutes les personnes qui sont formées par l'école dans laquelle je travaille, j'insiste sur le fait de comprendre le contexte, d'avoir un vocabulaire, d'avoir une compréhension des mécanismes de base et de pouvoir défricher finalement la problématique de la personne, mais aussi de pouvoir référer le client, le coacher, vers un professionnel lorsque les bases ne sont pas suffisantes pour permettre à la personne de s'en sortir.
Donc le rôle du coach n'est pas le rôle d'un nutritionniste, n'est pas le rôle d'un entraîneur, n'est pas le rôle d'un kinésithérapeute, d'un ostéopathe, d'un thérapeute, d'un psychothérapeute, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, la tentation est très forte de pouvoir avoir une solution en quelques secondes, en quelques heures on est formé, et finalement devenir un expert. Mais ça, c'est la définition du jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, effectivement, en une après-midi, vous pouvez devenir l'expert d'un sujet. Bon, ceci étant dit, rappelez-vous, dans un jeu vidéo, vous avez plusieurs vies. Ce qui n'est pas le cas dans la vie réelle. Donc il faudrait peut-être sortir de cette vie virtuelle si on veut vraiment changer les choses. Heureusement, il y a quand même de belles choses au niveau virtuel. Il y a de plus en plus de contenu d'excellente qualité. Je pense par exemple au professeur Huberman, qui est un neurobiologiste spécialisé en neurobiologie et dans la santé de l'œil, si mes souvenirs sont bons, qui au départ n'était pas du tout connu, et puis a été invité chez Ben Greenfield. Il a développé une visibilité incroyable, et aujourd'hui, il fait des interventions dignes de l'université de Stanford où il est professeur, durant 2 heures, 2 heures et demie, seul ou accompagné d'invités d'une qualité extraordinaire. Et il a une popularité grandissante, telle une pop star. Donc ça, c'est intéressant. On n'a plus besoin de traverser les océans pour aller dans des bibliothèques farfelues comme un peu Indiana Jones devait faire pour retrouver le bouquin qui nous donnera le secret de la longévité. On n'a plus besoin de faire ça. C'est directement en face de nous. Et il n'y a pas que lui. Peter Attia, qui est un médecin-chercheur aussi, qui nous offre à travers des reportages sur Netflix ou à travers des podcasts du contenu d'excellente qualité. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas développer un certain sens critique. Et ça, c'est essentiel dans ce que je vous partage aujourd'hui. Autre exemple, le docteur Els van der Helm, une spécialiste des neurosciences du sommeil, qui aussi donne du contenu de manière assez extraordinaire sur LinkedIn, par exemple. Référence que j'utilise, puisque par exemple, j'ai créé une formation en coaching sommeil, parce que c'était pour moi un élément manquant dans la boîte à outils du coach, pour pouvoir réenseigner les bases que nos grands-parents avaient de manière spontanée. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, donc un coach peut réenseigner les bases du sommeil, et si malgré cela, ça ne fonctionne pas, il est grand temps d'aller voir un spécialiste. Mais aller voir un spécialiste pour s'entendre dire que effectivement, il faut arrêter les écrans 3 heures avant d'aller dormir, qu'il faut dormir dans une chambre qui est à la fois fraîche et aérée, qu'il ne faut pas manger juste avant d'aller dormir, et qu'il faut pouvoir dormir sur un matelas de qualité. Ça, c'est dommage d'aller faire appel à un expert pour ce genre de conseils élémentaires qu'un coach peut très bien partager et permettre à 80% de la population qui a un mauvais sommeil, c'est un peu les chiffres qu'on a aujourd'hui, 70% des gens ne sont pas satisfaits de leur sommeil, on peut probablement en aider une grande partie. Et ceux qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif grâce à cela, à ce moment-là, encore une fois, il est grand temps d'aller voir un spécialiste. Malheureusement, malgré ce contenu de qualité sur les réseaux, la généralisation est également présente. La croyance d'une solution unique, alors que chaque personne a un héritage génétique, là aussi j'en ai parlé dans ce podcast, on a tous une génétique différente, il y a des petits dormeurs, des grands dormeurs, il y a des gens qui aiment le stress, il y a des gens qui doivent limiter le stress, il y a des gens qui ont des fibres rapides, il y a des gens qui ont des fibres lentes, il y a des gens qui vont bien digérer les graisses, il y a des gens qui vont moins bien digérer les graisses. Tout ça, ça fait partie de la génétique, plus toute l'historique de la personne depuis avant sa conception, et là je vous ramène dans un épisode précédent, jusqu'à aujourd'hui, fera en sorte qu'on aura une santé X. Plusieurs auteurs en génétique, et Boris Cyrulnik en parle aussi dans l'un des interviews que j'ai écouté cette semaine, nous avons un cœur qui peut battre de 120 à 130 ans. Donc techniquement, si vous mourrez avant 120 ans, vous pouvez, comme le dit Boris avec beaucoup d'humour, vous pouvez porter plainte. Parce qu'il y a eu un problème sur le packaging, sur ce qu'on vous a donné en héritage. Et donc, depuis
plus de 25 ans, non, pas plus de 25 ans, bientôt 25 ans, c'est ma croyance profonde qu'en agissant sur la santé physique, on peut plus facilement se remettre en question, et donc cette santé physique à travers une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, bonne activité physique adaptée à nos besoins, eh bien, on va avoir à ce moment-là plus d'énergie pour se remettre en question, gérer ses émotions, revoir son jugement, changer certaines croyances et avancer. Et ça, malheureusement, pendant tout un temps, à mes dépens, ça a été aussi une croyance et une pensée légèrement paresseuse, ou je devrais, peut-être paresseuse, peut-être, ou un peu innocente, de se dire que en améliorant son niveau d'énergie, on va automatiquement être capable de se remettre en question. Bien évidemment que non. Je l'ai expérimenté à mes dépens en 2012, lorsque je suivais une équipe, un conseil de direction dans une entreprise à Bruxelles. Je les ai suivis pendant 6 mois, améliorer leurs conditions physiques pour améliorer leur management et les amener à gravir le mont Toubkal au Maroc comme étape ultime d'avoir une bonne condition physique et d'avancer ensemble en une seule équipe, monter au sommet, avoir ce succès en commun, cette satisfaction d'équipe pour avoir une meilleure cohésion. Malheureusement, il y avait des tensions dans cette équipe, et au plus ils étaient en forme, au plus ils avaient de l'énergie pour se taper dessus, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que dans les exercices que je leur donnais au niveau de ces séances de groupe, eh bien, je sentais qu'il y avait parfois un peu des coups d'épaule qui partaient à gauche, à droite, sans faire exprès, mais qui étaient un peu des règlements de compte. Bon, à ma décharge, je n'étais pas au courant de ces tensions au niveau du conseil d'administration. Donc, voilà, ça n'était pas mon rôle de gérer cela, mais ça m'a bien appris que oui, et d'ailleurs c'est un peu logique, hein, tous les sportifs de niveau ne sont pas spécialement des exemples même de sportivité, or ils ont la condition pour. Donc la conclusion logique qu'il suffit de supprimer une fatigue pour engendrer des éléments positifs, eh bien, est réelle et dans mon raisonnement, en partie dans mon raisonnement, une problématique que j'ai dû résoudre. Donc, dans cette approche intégrative, holistique de la santé, il y a une approche à avoir au niveau du corps physique, hein, parce qu'effectivement, lorsqu'on est fatigué, c'est beaucoup plus difficile de se remettre en question, même si il y a quand même des gens qui, heureusement, sont fatigués et se remettent quand même en question, mais pour aller affronter ses croyances, ses émotions, eh bien, il faut pouvoir agir sur le corps physique, le corps émotionnel, changer les comportements de survie, changer les croyances, c'est sortir de cette survie, c'est être capable d'anticiper, comme on en a parlé dans l'épisode précédent, c'est donner de l'énergie au corps pour qu'il puisse prendre du recul, analyser ses émotions, y faire face, revoir ses jugements, revoir ses croyances et avancer. C'est peut-être utopique, j'ai un côté utopique, mais c'est pas parce qu'on a un idéal qu'on ne peut pas essayer de s'en approcher. Je le dis toujours en formation, le but, lorsque vous suivez en tant que coach ou lorsque vous êtes suivi par un coach, ce n'est pas d'aller ce n'est pas d'atteindre la situation idéale, c'est tout le parcours qui y amène. Et là, chaque personne, même avec le meilleur nutritionniste, médecin, coach, psychologue, thérapeute du monde, personne ne pourra vous amener là où vous devez aller si vous ne faites pas les efforts pour y aller et prendre les décisions lorsque vous devez y aller. Un message clé de Boris Cyrulnik, c'est qu'il existe 2 manières de penser le monde. Donc là, bien sûr que si on parle de pensée paresseuse, il y a ce côté paresse, manque d'énergie, mais comme on l'a vu et comme on vient de le découvrir, c'est pas parce qu'on a de l'énergie que d'office la pensée va s'améliorer. Donc pour lui, à la pensée paresseuse des mangeurs de vent, c'est-à-dire que ceux qui absorbent tout ce qu'on leur dit, eh bien, d'ailleurs on l'a vu ces dernières années, qui chérissent l'embrigadement, il y a à l'opposé le courage. Et ça, je fais référence à Idriss Aberkane qui parlait déjà
du besoin d'énergie lorsque l'on veut être courageux, le courage de ceux qui cultivent une pensée libre, ancrée dans la réalité sensible, comme le dit Boris Cyrulnik, et je mettrai l'article en référence. La pensée libre, par contre, ça n'est pas penser ce que je veux. Parce que ça aussi, c'était un fléau de notre temps. C'est que je le sens comme ça, je le dis comme ça, c'est ce que je veux. Et on arrive à des dérives qui sont problématiques. Mais on verra comment la société et la culture occidentale réussit à dépasser ce challenge. Et donc, pour vous donner des stratégies, des outils dans ce développement de la pensée libre, je vais citer Nathalie Monin, que j'ai découvert en préparant ce podcast, agrégée de philosophie, professeure à Redon, qui a écrit entre autres un livre intitulé « Penser librement ». Elle nous propose de développer une pensée moins paresseuse, justement, en développant la pensée libre, à travers plusieurs exercices qui va entraîner, forger notre pensée. C'est comme le muscle, comme le tonus vagal, comme notre spiritualité, ça s'entraîne. On doit apprendre, passer par des apprentissages. Les programmations mentales que nous avons acquises depuis notre enfance, eh bien, il va falloir les déconstruire. J'aime beaucoup le travail de Joe Dispenza, justement, à ce niveau-là. Je suis en train d'expérimenter des stratégies, des techniques qui sont vraiment intéressantes. Là aussi, lui, il travaille sur les imageries mentales, tout comme Boris Cyrulnik. Ce sont de vrais praticiens chercheurs. C'est vraiment très inspirant de les suivre par rapport à d'autres qui s'amusent à critiquer simplement sans avoir énormément de pratique. Et ça aussi, je reviens sur ces professeurs et ces experts de laboratoire qui partagent leurs connaissances sur les réseaux avec énormément d'études qui viennent confirmer leurs conclusions. Mais travailler avec des êtres humains, évidemment, c'est différent. Je le dis systématiquement, on peut s'inspirer des chiffres, mais on ne travaille pas avec des chiffres. On travaille avec des êtres humains qui ont une génétique, qui ont un passé, qui ont une histoire, qui ont des peurs, qui ont des limites. Et c'est ça qui est passionnant. Et donc je reviens aux stratégies pratiques proposées par cette philosophe Nathalie Monin, qui est de développer cet esprit critique, cet esprit libre. Et prenons l'exemple justement de la nutrition sur les réseaux sociaux. L'objectif serait d'apprendre à analyser et critiquer les informations nutritionnelles trouvées sur les réseaux sociaux, que vous soyez coach ou que vous ne le soyez pas. Je m'adresse essentiellement à cette communauté puisque je les forme. Maintenant, moi-même, en tant que nutritionniste, entraîneur, avec un master, enfin 2 masters, un en éducation physique et un en sciences de la santé, c'était tous des éléments, des formations, des maîtrises que j'ai étudiées il y a 20 ans. Il faut que je reste à la pointe. Je n'ai pas toujours le temps de lire toutes les études, donc je me réfère à des personnes qui sont spécialisées dans leur domaine. Moi, j'ai choisi l'approche globale et holistique généraliste. Donc je me considère souvent comme un généraliste et quand je sens effectivement que mon client, mon coaché a besoin d'une approche de spécialiste, à ce moment-là, je dirige. Ça, c'est ce que j'aime faire, c'est créer des liens et voir un petit peu quelle sera la prochaine étape pour la personne pour pouvoir trouver une meilleure sérénité, pouvoir développer in shape to grow. Mon mantra, c'est être en forme pour bien grandir. Grandir où? Mais comme je le disais dans l'analogie tout à l'heure, n'est pas grandir vers la solution optimale, mais vers la prochaine étape, comme dans les 12 étapes du héros, par exemple, une autre référence. Et donc, trouver sur les réseaux sociaux pour distinguer les faits des opinions et des fausses informations. Bon, évidemment, si vous êtes spécialisé dans un domaine et que vous m'écoutez parce que vous êtes micronutritionniste, eh bien, dans votre domaine, vous allez très vite voir si l'auteur que vous entendez parler raconte des carabistouilles ou pas, pour être plus clair. Mais sur d'autres sujets, c'est parfois un peu plus difficile lorsqu'on n'est pas expert dans ce domaine-là. On a des compétences, des connaissances, mais elles évoluent. Donc la première étape proposée par Nathalie Monin, c'est de sélectionner une source. Choisissez un post, une vidéo, un article sur les réseaux sociaux qui parle de nutrition. Je vais reprendre le post dont j'ai parlé en début de ce podcast qui fait l'apologie de la junk food.
Étape 2, analyser la source, identifier l'auteur. Qui est l'auteur de ce contenu? Est-il ou elle un expert en nutrition, diététicien, nutritionniste, médecin ou un influenceur sans formation spécifique en nutrition? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a énormément d'influenceurs. J'en parlais de cette experte en théorie polyvagale qui est une influenceuse finalement. Elle n'est pas une experte. On ne peut pas être expert après 2 ans d'une formation faite en 3 week-ends. Alors personnellement, lorsque je dois écouter un auteur, je vérifie 3 choses. 1. Est-ce que la personne a une sérieuse formation académique? À partir du moment où quelqu'un me donne un conseil à travers un webinaire, un article, un livre, je veux qu'il y ait derrière une solide connaissance du sujet. On peut être un excellent coach en direct, sans spécialement avoir fait, je dirais, une formation universitaire ou de haute école, mais enseigner cela, il faut vraiment avoir énormément d'expérience sur le terrain pour pouvoir passer dans cette phase supplémentaire qui est l'enseignement. Donc 1, est-ce que la personne a une sérieuse formation académique? 2, est-ce que la personne a continué à faire de la recherche? Si j'enseignais à mes étudiants ce que j'avais appris à 20 ans, je serais vraiment dépassé. Et 3, est-ce que cette personne a un contact avec de vraies personnes, avec des clients, des coachés, des patients? Parce que sans cela, si on est un expert dans son domaine, d'un point de vue académique et au niveau de la recherche, mais qu'on n'a jamais travaillé avec un client et avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses particularités. Je le voyais avec une autre experte, professeure d'université, qui est dans cette trempe de ces chercheurs, professeurs qui ont un excellent vibration dans la communication. Je ne vais pas la citer, et elle donnait des conseils qui me paraissaient des conseils de sportifs d'un certain niveau. On ne peut pas adapter ces conseils de remise en forme physique à une personne lambda. Et là, encore une fois, c'est problématique. On n'est plus dans cette pensée paresseuse, me semble-t-il, de se dire, bah si, parce que effectivement, cette personne va appliquer, parce que ça a été prouvé par les études, ce sera bon pour tout le monde. C'est peut-être un raccourci. Donc, personnellement, un auteur, une formation académique, impliqué dans la recherche, impliqué dans la pratique avec des personnes. Alors, si on analyse justement les 2 co-auteurs de l'article dont je vous ai parlé, qui a été publié en partie sur les réseaux, alors ce qui était intéressant, c'est que la partie sur les réseaux n'était pas complète par rapport à l'article de base, mais sur les réseaux, on ne faisait pas référence à l'article que l'on pouvait lire sur le site de cette école, qui était déjà plus nuancé. J'étais déjà un peu plus d'accord avec les auteurs sur l'article, sur le post. Donc là, il y a déjà une simplification, une vulgarisation qui est un peu dommage. Et on observe que les 2 co-auteurs, il y en a une qui est juste écrivaine, donc effectivement, elle écrit bien. Donc ça, attention, à partir du moment où c'est écrit par quelqu'un qui a fait des études en journalisme, c'est pas la même chose. Comme beaucoup de personnes qui sont passées, j'ai argumenté avec un coach comme ça récemment, qui trouvait que beaucoup d'experts se plaignaient de ceux qui réussissaient et que lui estimait que le jugement était facile et que ceux qui jugent, c'est parce qu'ils n'osent pas travailler avec les réseaux et qu'il faut absolument pouvoir se montrer. À ça, j'ai répondu que l'être humain était beaucoup plus complexe que simplement se cacher ou ne pas oser et critiquer par jalousie, et qu'à l'inverse, il est toujours plus facile à quelqu'un qui a fait le droit de faire une formation d'un week-end et d'utiliser les qualités de persuasion qu'elle a appris en droit pour pouvoir, grâce à un incubateur de start-up, proposer un service, que quelqu'un qui est passionné par la santé au départ, qui malheureusement, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est important, n'a jamais fait de formation dans la communication, les stratégies, surtout sur les réseaux, et qui n'arrive pas à se montrer, et qui n'ose pas se montrer. Il y a toute une série de freins qui sont intéressants à aller lever. Bref, ici, on est face à un article très bien écrit par une journaliste et par un diététicien agrémenté,
également certifié en nutrition du sport. Et quand on regarde le curriculum vitae de cette personne, qui est probablement très compétent dans sa spécialité, eh bien, il a passé toute sa carrière dans le sport de performance. Alors oui, ça je l'ai toujours dit, on peut très bien avoir 25 ans, consommer de la junk food et être champion olympique. Usain Bolt, il mangeait des nuggets aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. J'avais lu un article sur la quantité de nuggets qu'il consommait. Alors est-ce que pour devenir champion du monde et recordman du monde du 100 mètres, il faudrait manger des nuggets? Je ne suis pas sûr. Sachant que votre santé dépend de la santé de vos parents, de vos grands-parents, et qu'à 25 ans, 20-25 ans, vous êtes encore en croissance ou en fin de croissance, puisque les garçons, c'est jusqu'à 25 ans, eh bien, maturation en tout cas du système hormonal, ben oui, avec un peu une bonne génétique et les hormones de la jeunesse, oui, vous pouvez faire des performances, d'autant plus si vous êtes un tout petit peu talentueux. Là où ça m'intéresse beaucoup plus, c'est de voir les athlètes qui font des carrières assez extraordinaires comme Tom Brady ou Novak Djokovic. Eh bien, ce sont des athlètes qui ont fait attention pour pouvoir faire plus de 20 ans de carrière à leur alimentation, à la qualité du sommeil, à toute une série de paramètres. Je ne suis pas sûr que Tom Brady et Novak Djokovic ont consommé régulièrement de la junk food. Et même s'il l'avait fait, on ne peut pas baser une théorie au succès de quelques champions du monde. Donc, étape suivante, c'est de bien vérifier les références. L'auteur cite-t-il des études scientifiques? Ce n'est pas le cas dans cet article-ci. Des sources fiables pour appuyer ses affirmations? Non plus. Examiner les motivations. Quel est l'objectif de ce contenu? Ben, clairement, un article qui est écrit pour, à la fin de l'article, proposer une formation dans le coaching en nutrition, sachant que le coaching en nutrition, c'est un grand débat à travers les différents continents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconnaissance claire, et que par rapport à un diététicien, un nutritionniste, un médecin fonctionnel, un médecin nutritionniste, eh bien, il y a des grandes différences. Je pense personnellement que tout le monde a sa place dans le paysage de la santé, mais l'objectif clairement ici est de rendre très sexy le fait de pouvoir coacher des gens en leur disant « mais oui, la junk food, la malbouffe, vous pouvez continuer à la consommer et vous allez quand même perdre du poids. » On ne va surtout pas éliminer quoi que ce soit dans votre quotidien. Ne faites aucun effort, vous allez perdre du poids, vous allez vivre longtemps en bonne santé. Il suffit de dormir 8 heures et de faire vos 150 minutes de sport par semaine. Très bien, tout à fait. Allons-y. Étape 3, comparer les sources fiables. Donc, recherchez les avis d'experts, comparez l'article que vous avez en face de vous et qui vous pose problème ou qui ne vous pose pas de problème et vous les vérifiez. Consultez des sources fiables comme des articles scientifiques, des sites web de santé publique, des avis de professionnels de la santé. Ça, c'est intéressant. Souvent, en formation, je donne quelques références. Et moi-même, quand j'ai un doute sur un sujet qui me semble être un peu controversé, eh bien, je vais voir des sources fiables de personnes qui ont étudié en particulier la biochimie ou l'entraînement ou la rééducation ou le sommeil, etc. Et je vais vérifier parce que peut-être que j'ai tort. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste, je suis un généraliste, donc je ne peux pas avoir l'expertise dans tous ces domaines que j'ai choisi d'étudier autant que la personne qui n'a fait que ça. Il faut être quand même cohérent. Évaluer la cohérence, justement, des informations du post. Sont-elles en cohérence avec ce que vous avez trouvé dans les sources fiables? Étape 4, réfléchir de manière critique. Posez-vous vos questions. Posez-vous les questions. Cette information est-elle nouvelle ou controversée? Je pense que oui, il l'a dit dès le départ dans son article. La junk food, c'est un sujet controversé. Quels pourraient être les effets à long terme de suivre ce conseil nutritionnel? Clairement, un déséquilibre du microbiote. Clairement, une difficulté de plus en plus importante à choisir les bons aliments, parce que, je le dis souvent, avec beaucoup d'humour, on n'a jamais vu un vendeur de salade faire fortune à la sortie d'une boîte de nuit. Donc effectivement, quand on est fatigué, quand on est en manque d'énergie, on va être attiré par la junk food. L'alimentation transformée aujourd'hui fait l'unanimité. Je crois que c'est 70% des aliments de la population. 70% des aliments consommés
par la population générale est vide de micronutriments. Est-ce que cette recommandation tient compte des besoins individuels et des variations personnelles en matière de nutrition? Certainement pas. Parce qu'effectivement, si vous avez déjà un problème d'addiction, un problème de fatigue, un problème de microbiote, un problème de toxicité, eh bien, vous allez avoir de plus en plus difficile en maintenant, finalement, c'est un peu comme si vous avez un foyer, votre cheminée, il y a un côté qui a un peu pris feu là, et de temps en temps, vous allez remettre un peu de bois dans ce coin-là, et finalement, votre cheminée elle est de moins en moins isolée, et elle est de plus en plus fragilisée. Alors qu'une cheminée, c'est fait pour vous réchauffer. Discutez avec d'autres, parlez-en avec des professionnels de la santé et interviewez-les et demandez leur l'avis sur tel ou tel article. Par exemple, lorsque le documentaire Game Changer est sorti en faisant l'apologie du régime végétarien pour les sportifs, c'est vrai qu'il était très bien fait, il a été créé par James Cameron. Il y a eu justement Djokovic et d'autres sportifs qui ont choisi l'alimentation végétarienne comme étant l'alimentation qui leur convienne, comme étant l'alimentation, en tout cas c'était le message du documentaire, comme étant l'alimentation, je dirais, phare, optimale pour tout le monde, d'autant plus pour les sportifs. Donc je suis allé voir un petit peu ce que certains experts de mon domaine en termes de nutrition disaient sur ce documentaire, et je suis tombé sur la critique très intéressante de... j'ai pas la mémoire des noms d'un médecin fonctionnel américain que j'aime beaucoup, et qui disait justement, il a déconstruit petit à petit les arguments de Game Changer, dont un argument qui était de dire les gladiateurs dans les arènes de Rome étaient des grands athlètes, on le savait, et pourtant étaient végétariens. On leur donnait essentiellement des céréales et des légumineuses. CQFD, si eux, à l'époque, survivaient dans une arène, eh bien, avec un régime végétarien, c'est que le régime végétarien est bien meilleur. À cela, ce médecin disait que, oui, mais attendez, premièrement, les gladiateurs, ce sont des esclaves, donc on ne va pas leur donner spécialement la meilleure alimentation possible et imaginable. Deuxièmement, ça je trouvais que c'est très intéressant comme analyse, à donner des légumineuses et des céréales riches en protéines végétales, certes, mais en grande quantité, ça augmentait le pourcentage de masse graisseuse de ces athlètes qui au départ étaient déjà musclés. On ne les a pas musclés avec des légumineuses et des céréales. Ce sont des esclaves qui avaient une certaine condition physique que l'on trouvait amusant de faire affronter les uns contre les autres ou contre des lions ou des bêtes sauvages dans une arène pour amuser le public. Mais imaginez un athlète avec 5% de masse grasse, s'il reçoit un coup de glaive ou de hache, eh bien, ça va tout de suite lacérer son muscle et il va survivre moins longtemps que si, au-dessus de sa masse musculaire déjà impressionnante, il a une courge de graisse plus élevée. Parce qu'à ce moment-là, un coup d'épée, ce sera un coup dans le gras, et donc l'athlète sera protégé par cette couche de graisse. Donc vous voyez que selon l'analyse que l'on fait, et c'est ce que j'ai fait moi aussi, parce qu'il y a plein d'éléments sur lesquels je n'avais pas les arguments pour contredire ce qui était raconté, donc je suis allé voir d'autres experts, et ça a pu me permettre de faire et d'avoir ma propre conclusion, esprit critique, esprit libre, sur ce documentaire, sachant que, oui, il y a des choses que je peux totalement comprendre, malgré tout, en tant que nutritionniste avec plus de 20 ans d'expérience, et que, clairement, il y a des athlètes, il y a des gens qui vont avoir une meilleure santé, de meilleures performances avec un régime végétarien. C'est une partie de la population, et on le confirme aujourd'hui avec les études sur la génétique. Donc, étape 5, conclure et agir. Prenez une décision éclairée en vous basant sur votre analyse. Décidez si vous allez suivre ou non les conseils qui sont proposés en tant que coach ou en tant que coaché. Et donc, en conclusion de cet épisode, partez du principe que combattre la pensée paresseuse, au sens propre comme au sens figuré, vous permettra de rester en meilleure santé. Je vais terminer par un deuxième exemple du professeur Huberman qui explique que vous pouvez augmenter la ténacité et la volonté, votre volonté, en déclenchant l'activation de la région du cortex singulaire antérieur moyen, zone qui nous permet de résister à quelque chose que nous voulons faire ou d'avancer vers quelque chose de difficile. Donc le fait de s'imposer une difficulté vous permet
justement de travailler cette zone-là en particulier et d'améliorer votre santé et votre longévité. Que risque-t-on lorsqu'on choisit une pensée paresseuse? Alors là, je mets toute une série d'options que l'on a vues ces dernières années, mais on va se limiter à des choses pratico-pratiques. C'est-à-dire, la réduction de l'activité physique est liée à une augmentation des problèmes de santé tels que l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète. Donc aujourd'hui, au-delà du loisir, on doit trouver le moyen de bouger un maximum durant la journée. Ça n'est plus une question simplement de se détendre ou de transpirer un peu. On a un mode de vie tellement sédentaire que ça a un impact aussi important que la consommation de cigarettes. La santé mentale, la dépendance aux technologies et aux réseaux sociaux peut entraîner des problèmes de santé mentale comme l'anxiété, la dépression, l'isolement social. Moi, je le ressens très fort depuis 4 ans à force de travailler en ligne. Effectivement, c'est très pratique, mais on bouge de moins en moins d'interactions, on lit de moins en moins le body language. Donc, effectivement, il faut pouvoir sortir de ce confort d'un travail peut-être trop derrière les écrans et de se limiter à, par exemple, des interactions avec des vidéos YouTube ou des YouTubeurs au lieu d'aller à des conférences avec des personnes de renom. La dépendance, donc la diminution des capacités cognitives, la facilité d'accès à l'information, finalement, un peu comme les mangeurs de vent décrits par Boris Cyrulnik dans un de ses derniers bouquins, effectivement, diminue la capacité de cette pensée libre et on crée de plus en plus de dépendance et donc de diminution de compétences dans certains domaines. Conclusion, au sens propre comme au sens figuré. Suivre des conseils de santé sur les réseaux sociaux au sens propre, ce serait une personne qui voit un post sur les réseaux sociaux affirmant que la malbouffe est quelque part bon pour la santé, c'est ce que je prenais en exemple. Sans faire de recherche supplémentaire, elle accepte cette information et décide consciemment de consommer de la malbouffe. Ici, la pensée paresseuse se manifeste par le manque d'effort pour vérifier la véracité des informations. Au sens figuré, une personne qui adopte ce nouveau mode alimentaire, non seulement sans vérifier les faits, mais aussi parce qu'elle ne veut pas prendre le temps de comprendre les mécanismes de vente, d'accroche sur les réseaux et préfère suivre aveuglément les tendances. Donc là, c'est le manque d'énergie physique réellement. Elle adopte cette pratique parce que tout le monde le fait, et c'est facile, évitant ainsi l'effort de réfléchir par elle-même et de critiquer les sources d'information. Alors c'est marrant parce que aujourd'hui, un de mes mentors sur les réseaux posait la question sur son groupe en disant quel est le meilleur conseil qu'on vous ait jamais donné dans votre carrière. Et lui, c'était effectivement de ne pas tout savoir. Lui, c'était le meilleur conseil qu'on lui avait donné. Je ne sais pas tout. Ne crois pas que tu sais tout. Moi, j'avais dit à 100% raison. C'est vrai que se remettre en question, c'est important. Et puis, il m'a posé la question directement. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné, toi, David? Écoute, moi, c'est un professeur qu'on a eu en commun, d'ailleurs, lui et moi. C'est un professeur qui disait « Ne croyez pas tout ce que je dis, faites vos propres recherches ». Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'avais une formation avec lui, je ressortais avec une quinzaine de bouquins à lire en plus de ce qu'il avait déjà dit. Non pas pour absolument vérifier ce que lui disait, mais parce qu'il y avait des sujets sur lesquels je voulais, aller plus en profondeur. Et donc oui, effectivement, critiquer les sources d'information, même si c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et on peut se dire que voilà, dans ce domaine-là, cet auteur, je le suis à 100%, sur cet élément-là, on n'est pas parfait, on ne peut pas avoir raison sur tous les sujets, donc je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais par contre, je vais systématiquement avoir ce réflexe de la pensée libre. J'espère, avec ce 102e épisode, vous avoir offert des outils concrets pour adopter une approche proactive de votre santé. Alors, je n'ai aucune idée du temps que j'ai mis pour pouvoir vous faire cet épisode. Je pense qu'il était un peu plus long que je ne pensais. J'espère que ça vous donne des stratégies, que vous êtes arrivé au bout de cet épisode. Alors, si vous êtes entraîneur, nutritionniste, coach, eh bien, je lance un nouveau service. Un service de co-création de programmes santé, de parcours santé, adressé de manière spécifique à votre communauté. Donc, je m'explique. Vous êtes coach sportif et vous n'avez pas trop envie ou vous ne vous sentez pas
légitime pour donner des conseils en nutrition, ou vous n'avez plus envie de le faire, eh bien nous pouvons créer ensemble un programme en ligne durant lequel nous allons interagir et parler de nutrition, parler de sommeil ou parler d'autres éléments que vous aimeriez que vos coachés, que votre communauté puisse maîtriser de manière, je dirais, générale. Un peu l'abécédaire de la nutrition, l'abécédaire de l'activité physique. Si jamais vous êtes coach en nutrition et que vous n'avez pas les compétences pour proposer un programme de remise en forme physique, eh bien, discutons, voyons un petit peu quels sont les chapitres, les modules, la théorie, l'information, l'éducation que vous aimeriez que tous vos coachés maîtrisent et qui va vous permettre d'aller justement plus loin dans votre pratique de coach, et à ce moment-là, soit de nutrition, soit de vie, soit sportif, etc. Donc ça, c'est ce que je lance maintenant. J'ai quelques coachs qui se sont déjà lancés dans l'aventure, un coach sportif, une éducatrice en pilates. J'espère en avoir d'autres qui seront intéressés par cette idée, parce qu'en fait, il y a aussi derrière cette idée vraiment cet intérêt de co-créer ensemble. Donc moi, j'ai l'expertise et j'ai les connaissances, mais vous connaissez vos clients, votre communauté, de quoi ont-ils besoin? Et là, nous pouvons vraiment travailler ensemble et travailler sur quelque chose de très dynamique. Programme en ligne avec 2 intervenants qui discutent d'une problématique qui est en fait la problématique que vous adressez dans votre communauté, dans votre clientèle. Si maintenant vous n'êtes pas coach et que ça ne vous intéresse pas de co-créer un programme avec moi, n'oubliez pas que je propose également la modélisation optimale de la santé qui vous permet de modéliser votre santé aujourd'hui, de voir quels sont les atouts, comment vous voyez cette santé, quels sont les symptômes, qu'est-ce que ça vous coûte, qui bénéficie de cette santé. Bref, vous avez l'analyse de cette santé optimale un peu comme l'analyse d'une entreprise ou d'une carrière. Et puis dans un deuxième temps, on va modéliser cette santé optimale, c'est-à-dire que voilà, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, quelle serait la santé optimale idéale que vous aimeriez atteindre? Puis mon travail sera de vous aider à passer de la situation actuelle à cette situation optimale dans un futur plus ou moins proche qui vous ressemble, c'est-à-dire pas la santé de votre voisin, de votre médecin, votre maman, votre santé. Quels sont les atouts, quelles sont les qualités physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles que vous aimeriez développer pour avoir cette santé globale, intégrative, optimale au service de votre famille, de votre métier, de votre vie tout simplement. Voilà, ceci termine ce 102e épisode du podcast In Shape to Grow, un podcast plus ou moins improvisé en version solo. Tous junkies, est-ce que nous allons être petit à petit endormis par les réseaux sociaux, par la technologie? C'était la question que j'abordais aujourd'hui. Et j'espère qu'à présent, vous avez de nouveaux outils pour sortir de cette pensée paresseuse. D'ici notre prochain épisode, d'ici le prochain interview, prenez soin de vous.